Bien, bonjour à tous et bienvenue. Je suppose que certains d'entre vous connaissent ces lieux. Ça mérite d'être remarqué. C'est une salle républicaine puisque c'est ici que délibère le Conseil général lorsqu'il se réunit. C'est pour ça qu'il a cette forme ronde qu'on appelle un hémicycle. Et on retrouve autour de cet hémicycle les élus qui délibèrent, qui discutent et qui décident. Donc vous êtes les bienvenus dans l'hémicycle du Conseil général. Ce qui me permet également d'excuser le président Yves Rome, qui siège aujourd'hui au Sénat et qui n'a donc pu être parmi nous et qui le regrette parce qu'il aurait voulu être aussi parmi vous, les jeunes, pour cette journée consacrée à l'histoire et à la mémoire. Donc bienvenue à vos professeurs, qu'ils soient chez eux, qu'ils soient professeurs de collège ou de lycée, puisque nous avons aussi des lycéens parmi nous. Bienvenue à celles et ceux qui m'accompagnent et au premier d'entre eux, Monsieur Terrier, qui nous fait l'honneur de sa présence, qui va vous présenter une conférence sur les frères Amyot d'Inville. Je précise que Monsieur Terrier a exercé pendant près de 30 ans des fonctions dans la diplomatie française, c'est un diplomate, et qu'il est là au titre d'une fonction qui fait suite à sa carrière, qui est le secrétaire général de la Fédération de la Fondation de la France libre, pardon, je me trompe. Voilà. Et puis je salue Monsieur Piquert, qui représente Madame la directrice académique, Madame Petro, qui sera avec nous cet après-midi, Monsieur Raymond Lovato, qui est un des animateurs des associations de résistance, et notamment qui anime aussi le concours national de la résistance, n'est-ce pas, cher Raymond? Monsieur Raucourt, qui participe à nos côtés, qui est un encadrant de collège, on va l'appeler comme ça, mais qui participe à nos côtés au travail de mémoire et d'histoire. Monsieur Lonvert, qui est le directeur de l'éducation et de la jeunesse, et moi-même, parce qu'il est important aussi de se présenter, Monsieur Blanchard, qui suis vice-président du Conseil général, qui est en charge, j'en ai rencontré certains d'entre vous à ce titre, l'éducation et la jeunesse. Voilà, vous êtes pour 4 collèges, je crois, engagés dans le travail de mémoire et d'histoire, donc c'est aussi à ce titre-là que vous êtes parmi nous. D'autres collèges sont là parce qu'ils sont proches et qu'on les a invités, et parce qu'ils sont aussi intéressés par les sujets que nous allons traiter. Et puis le lycée Amyot d'Inville, mais je laisserai Monsieur Terrier en dire un mot, le lycée Amyot d'Inville est là puisqu'il porte le nom des frères Amyot d'Inville, et que c'est aussi un hommage que nous voulons, au travers de votre présence, jeunes gens, jeunes lycéens, leur rendre. Voilà. Je salue les différents accompagnants qui sont ici présents, et celles et ceux qui ont les services du Conseil général, notamment, qui ont préparé cette journée. Je veux simplement vous dire d'entrée, sans être long et pour laisser la parole à Monsieur Terrier, que je comprends parfaitement que le souci des jeunes gens, jeunes hommes et jeunes filles que vous êtes, c'est plutôt de regarder devant vous. Vous avez devant vous l'avenir, vous vous interrogez sur cet avenir, vous le préparez, donc je comprends tout à fait que ce soit votre souci prioritaire et que vous vous disiez au fond que viennent-ils nous parler de l'histoire? Pourquoi viennent-ils nous en parler? Alors, on vous en parle parce que sans doute c'est un sujet d'intérêt. L'histoire est aussi un sujet qui passionne. Mais on vous en parle aussi parce que, et nous en parlions avant de commencer cette journée avec Monsieur Terrier, on vous en parle aussi parce qu'il n'y a pas d'avenir sans repère. Il n'y a pas d'avenir sans qu'on saisisse ce qu'a été le passé. Peut-être pour vous, ce n'est pas toujours facile de s'imaginer ce qu'a été le passé, mais nous sommes là, nous les adultes, et c'est un devoir, un travail auquel nous sommes très attachés. Nous sommes là pour transmettre. Voilà, pour vous dire ce qu'a été le passé, de manière à ce qu'on essaye que votre avenir soit beau et réussi, et que ne reviennent pas, ne ressurgissent pas des drames et des tragédies que le passé a connus. Donc c'est un moment important, et c'est pour cela que le Conseil général s'est engagé depuis 2005 dans un travail de mémoire et d'histoire, halte au téléphone portable. D'ailleurs, ça me permet de dire que si vous avez des téléphones portables, pensez s'il vous plaît à les arrêter. Voilà, donc c'est important aussi pour le Conseil général, qui a une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse du département,
d'agir aux côtés de l'éducation nationale. Tout ce que nous faisons en la matière se fait en partenariat avec l'éducation nationale, d'agir auprès de vous pour transmettre cette mémoire et cette histoire, et principalement, puisque c'est un thème que nous retenons chaque année, qui correspond à vos programmes éducatifs, mais principalement cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais quand on dit ça, on réduit le sujet, puisque la Seconde Guerre mondiale, il faut l'avoir avant, il faut l'avoir aussi après, il faut l'avoir pendant, il faut essayer de comprendre tout ce qui a conduit à cette tragédie inique que l'humanité a connue. Et puis, d'autres thèmes sont aussi dans le travail de mémoire et d'histoire, l'industrialisation, et puis, dans la période actuelle, le centenaire de la Première Guerre mondiale, puisque c'est aussi un sujet d'histoire et de mémoire. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je souhaite que vous soyez attentifs et à l'écoute d'une journée qui va être une journée de travail, comme son nom l'indique, travail de mémoire et d'histoire. Et puis que nous conduirons aussi dans des conditions les meilleures, grâce à vous, grâce à votre attention, grâce à votre participation. Il y aura des moments de débat, donc n'hésitez pas, interrogez-nous, interrogez les orateurs, interrogez comme vous le souhaitez, et nous essaierons de vous répondre de notre mieux. Et puis je me permets d'espérer qu'à la fin de cette journée, eh bien, nous ayons ensemble progressé et que vous soyez peut-être un peu mieux préparé à affronter le monde qui se présente devant vous, qui certes est un monde compliqué, mais pas que compliqué, qui a aussi du possible, qui a aussi des espérances, qui a aussi des espoirs. Voilà, donc j'espère que ça vous permettra de l'affronter, puisque si nous vous demandons, si vos enseignants, que je remercie en votre nom, s'efforcent de faire de vous des jeunes formés notamment pour accéder à la vie professionnelle, ce qui n'est pas non plus toujours facile, mais en tout cas pour y accéder, d'avoir les compétences nécessaires pour s'y entrer dans ce monde moderne, dans ce monde aussi de haute technologie. Ils ont une deuxième démarche qui leur tient à cœur, je le sais, c'est de former en vous-même des citoyens, des gens qui sont aptes de prendre leur place dans notre société d'aujourd'hui et d'y jouer un rôle actif, pour en préserver, comme on dit, il y aurait tout un débat à avoir là-dessus, mais pour en préserver les valeurs essentielles. Je vous rappelle qu'à l'initiative de ceux qui nous dirigent, nous avons voulu inscrire dans les collèges, de façon claire et nette, sur le fronton des collèges, il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans, nous avons inscrit dans tous les collèges la devise liberté, égalité, fraternité, qui est celle de notre République auquel nous sommes attachés. Et puis avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons engagé un travail sur la laïcité, valeur dont on discute beaucoup aujourd'hui et qui est importante pour votre avenir aussi. J'ai sans doute été trop long, je vous prie de m'excuser, mais je vous, encore une fois, souhaite la bienvenue et je passe la parole à Monsieur Terrier qui va nous parler des frères Amiot-Dainville et je le remercie à nouveau. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde, d'abord. Quand je vous regarde, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer, de rêver et de voir en vous, au moins pour certains, de futurs élus de la République. Forcément, vous êtes suffisamment nombreux pour qu'il y ait parmi vous de futurs maires, de futurs conseillers municipaux, de futurs conseillers généraux, de futurs députés, de futurs sénateurs, voire même de futurs présidents de la République. Qui sait? On pourrait vous souhaiter pire. Elie Wiesel a écrit un jour que tout peuple qui ignore son passé est condamné à le revivre. Sans une connaissance des épreuves, des difficultés, mais aussi des joies et des grandeurs d'un peuple, ceux qui font le peuple d'aujourd'hui ne pourront pas se mettre à la hauteur de ceux qui les ont précédés. La France, comme le disait le général de Gaulle,
est un vieux pays. La France prend naissance au moment de la chute de l'Empire romain et ça fait en gros 1800 ans que ce pays se construit, génération après génération. Et c'est sans doute l'un des pays qui a connu le plus de traumatismes, le plus de catastrophes, le plus de doutes. Mais c'est aussi un pays, c'est-à-dire un peuple, qui à chaque fois qu'il a été précipité dans ces catastrophes, a su donner le coup de talon qui lui permettait de remonter. Avant d'aborder l'histoire des 4 frères Amiot d'Inville, j'aimerais vous parler un peu de ce qu'était la France en 1939. Je n'en tirerai aucune conséquence sur la France d'aujourd'hui, mais vous allez voir que bien des aspects de ce que vivait la population française sont proches de ce que nous vivons aujourd'hui. La France était plongée dans une profonde crise économique. Le choc de la crise et du krach de 1929 à New York n'avait atteint la France que vers 1930, 31, 32. Les faillites étaient nombreuses, le chômage était considérable. Tout ça dans une atmosphère sociale qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Les allocations chômage n'existaient pas, ou presque pas. Les allocations familiales n'existaient pas. La couverture maladie n'existait pas. Les classes sociales étaient en lutte les unes contre les autres de façon beaucoup plus âpre et beaucoup plus violente qu'aujourd'hui. Et puis, la guerre, depuis 1933, était dans l'esprit de tout le monde. En 1938, le président du Conseil, le Premier ministre français, avec le Premier ministre britannique, s'était précipité à Munich rencontrer Hitler et Mussolini, les 2 principaux dictateurs en Europe, pour essayer de sauver la situation. Il y a des voyages comme ça, où des chefs de gouvernement se rencontrent. Et un document avait été signé imposant un cessez-le-feu que personne n'a respecté, imposant des zones tampons que personne n'a respectées, imposant un dialogue entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie que personne n'a respecté. Et on sentait bien que même si cet accord de Munich, Minsk, ça commence par la même lettre, avait donné un espoir et que les nuages de la guerre semblaient se dissiper un peu, les plus raisonnables, les plus sensés, les plus équilibrés sentaient bien que cette guerre était repoussée pour quelques mois, quelques années peut-être, mais pas plus. Donc une crise économique et sociale profonde, une crise géopolitique importante, et puis un moral des Français, comme on dit aujourd'hui, au plus bas. La République avait été affectée par de très nombreux scandales financiers. La classe politique était complètement déconsidérée. Les partis de gouvernement, essentiellement le Parti radical socialiste, étaient détestés et ça se voyait dans les élections parce que l'opposant fondamental, le principal, refusait l'élection. Et c'était le parti monarchiste, l'Action française de Charles Maurras, qui ne voulait pas entrer dans la compétition électorale. Mais tout le monde savait que s'il y était entré, il aurait gagné les élections.
En 1936, il s'était passé quelque chose de très important, qui était l'arrivée d'une majorité de gauche au pouvoir, le Front populaire, où Léon Blum avait réussi à fédérer autour de lui les radicaux, qui étaient toujours dans le gouvernement, le soutien des communistes, mais il n'y avait pas de ministre communiste, et le Parti socialiste. La lune de miel avait duré 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'en 1938. Et puis, les désillusions s'étaient très vite emparées des parlementaires d'abord, puis des Français. On avait donc une France où tout le monde doutait de soi-même et des autres. On avait aussi une France qui était une France très différente de celle d'aujourd'hui, alors, pour le coup, qui était une France essentiellement rurale. Les Français étaient des gens qui étaient dans leur immense majorité des paysans. Les villes étaient beaucoup moins peuplées qu'aujourd'hui, sauf Paris, qui avait à l'époque à peu près 2 millions d'habitants, qui les a toujours. Et entre les villes et les campagnes, on avait des attitudes complètement différentes sur la vie, sur les idées, sur la spiritualité et sur les engagements politiques. 1939, les démocraties n'acceptent pas le dernier coup de force d'Hitler de s'en prendre à la Pologne et la guerre est déclarée. La guerre est déclarée, mais on se dit que ça ne va pas aller très loin. Bon, il va bouffer la Pologne, comme il a bouffé l'Autriche, comme il a bouffé la Tchécoslovaquie. Bon, mais après tout, ce sont des Autrichiens, ce sont des Tchèques et des Slovaques, ce sont des Polonais, ça ne nous regarde pas. Avec cette phrase qui courait dans toute la France, nous n'allons pas mourir pour Danzig. Et puis, la guerre commence curieusement, puisqu'elle se déclare en septembre 1939, et jusqu'en mai 1940, il ne se passe rien. On se regarde, on se voit, pas très loin d'ici. Et puis, il y a peu de gens qui pourraient s'engager, qui ont 18 ans, mais qui ne s'engagent pas, nécessairement. On fait la guerre avec les militaires. Alors certes, il y a eu une mobilisation générale de l'armée et des réservistes, mais il n'y a pas de vrai mouvement d'enthousiasme de la population française comme il y avait eu en 1914, où les gens s'étaient précipités pour se battre. En 1939, les Français ne sont pas bellicistes. Ils sont même, dans une très large majorité, pacifistes. Ils ne veulent pas de la guerre. Personne ne veut de la guerre. Mais c'est une période où les millions de morts de la guerre de 14 pèsent encore dans toutes les familles. La famille Amiot-Dainville, dont nous allons parler, les 4 frères qui sont les héros du jour, ont vu plusieurs oncles mourir à la guerre de 14, ou ont entendu parler de la mort de leurs oncles. Et c'est vrai dans presque toutes les familles de France. Et puis, brutalement, le 10 mai 1940, les Allemands attaquent. En un mois, même en 3 semaines, pourrait-on dire, ils écrasent l'armée française. On ne dit pas assez souvent que pendant ces 3 semaines, disons ce mois de bataille, 100 000 soldats français sont tués. C'est considérable. C'est beaucoup. Et c'est une erreur de dire que l'armée française, pendant la campagne de France, entre le 10 mai 40
Et le 17 juin 40, jour de la demande de l'armistice par le maréchal Pétain, les Français ne se sont pas battus. C'est totalement faux, puisque nous avons eu 100 000 morts. Imaginez ce que c'est, 100 000 morts, sur une population qui ne voulait pas la guerre. Et la France s'effondre. La France s'effondre militairement, parce qu'elle est battue. Les Allemands entrent dans Paris, qui est déclarée ville ouverte, c'est-à-dire qu'on ne combattra pas pour défendre Paris le 14 juin 1940. Ils arrivent à la frontière espagnole le 15, vous vous rendez compte, pour certains éléments de la Wehrmacht, et ils arrivent à Marseille le 16. Alors, toute la classe politique française s'est précipitée comme elle a pu à Bordeaux, ne sachant pas quoi faire. Au sein du gouvernement, vous avez deux tendances. Vous avez une tendance qui est de partir en Algérie, terre française à l'époque, et continuer la guerre depuis ce qu'on appelle l'Empire, c'est-à-dire les colonies. En particulier les ressources matérielles, minières et humaines que représente l'Afrique noire. Et puis, vous avez une autre partie du gouvernement, assez curieusement représentée par deux militaires illustres, le maréchal Pétain, qui est ministre de la Défense, et le général Weygand, qui est chef d'état-major général, qui, eux, disent « tout est foutu, c'est pas la peine de continuer, ça sert à rien, il faut capituler ». Ils disent pas capituler, parce qu'un militaire n'aime pas dire ça, mais ils disent il faut demander l'armistice. Puis il y a un type qui est là, une espèce de grand type, qui est général à titre temporaire. On l'a nommé général parce qu'on lui avait donné une division de tanks à commander, et que il y en avait 4 de divisions de tanks, et il était colonel, et que les 4 autres étaient commandés par un général de brigade, donc on a dit le 4e, il faut bien qu'il ait des étoiles sur la manche. Alors on l'a nommé général à titre temporaire, et puis Paul Reynaud, qui le connaissait, l'a fait venir comme sous-secrétaire d'État à la Défense, c'est le général de Gaulle. Et le général de Gaulle est absolument persuadé que certes, l'armée a été vaincue, mais pas la France. Parce que la France, elle peut puiser ses ressources dans son histoire et dans son peuple, dans chacun des Français. Puis tout s'écroule encore plus. Et finalement, le gouvernement à Bordeaux, réuni dans le Grand Théâtre, et c'est presque symbolique, vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Moins 80 voix. Les 80 voix des 80 parlementaires qui n'ont pas voté pour les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il faut regarder d'un peu près, parce que dans la salle du Grand Théâtre, il n'y en avait que 47. Les autres étaient soit absents, soit malades. Et le maréchal Pétain devient président du Conseil, dernier président du Conseil. Le parti de gouvernement traditionnel, qui est le Parti radical socialiste, vote massivement en faveur de cette motion du maréchal Pétain, alors que les deux chambres où ce qu'on a pu réunir sont présents, Sénat et Assemblée nationale, on l'appelle à ce moment-là la Chambre des députés, et le maréchal Pétain se précipite pour demander l'armistice aux Allemands. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment où il le fait, il a derrière lui l'assentiment de l'immense majorité du peuple français. Les Français ne voulaient pas la guerre, les Français n'ont pas voulu la faire, même s'ils l'ont faite courageusement, et les Français sont soulagés. Et au début, ça se passe plutôt bien. Alors il y a toujours cette espèce de bonhomme un peu bizarre
qui s'appelle De Gaulle et qui, depuis Londres, dit on va continuer de se battre. Mais il n'a personne ou presque autour de lui et il n'intéresse pas grand monde. Parce que les Français, ils ont envie, c'est l'été, il fait beau, c'est un des plus beaux étés du siècle, ils ont envie d'en profiter. Alors bon, il y a des uniformes allemands, il y a des Allemands partout. On va bien arriver à vivre avec eux. Et de fait, au début, la présence allemande est une présence, sinon sympathique, en tout cas, comme disait la Wehrmacht à l'époque, correcte. Quand ils vont dans des magasins, ils payent pour ce qu'ils prennent dans les magasins, ils ne pillent pas, ils ne volent pas. Alors il y a eu des exactions, mais ce n'était pas très grave. Les exactions, elles ont surtout touché les troupes d'Afrique noire, en particulier à Chartres, où une unité allemande, sous la responsabilité de Rommel d'ailleurs, massacre un régiment de tirailleurs sénégalais, donc d'Africains, et sous le prétexte que les tirailleurs sénégalais auraient violé et incendié un ou deux villages, alors qu'en fait c'était les Allemands qui l'avaient fait, et demande au préfet de Chartres de corroborer cette vision des choses. Le préfet refuse, les Allemands le brutalisent un petit peu, et il essaye de se trancher la gorge, alors qu'il est mis aux arrêts dans un bureau. Ce préfet, c'est Jean Moulin. Alors, il y a quelques Français qui se disent que quand même ces Allemands qui sont en France n'y sont pas les bienvenus. Mais le reste du peuple français, l'immense majorité du peuple français, est soulagé que la guerre soit terminée. Alors c'est vrai, il y a plus d'1 million de prisonniers en Allemagne. Il y a plus d'1 million de soldats français qui ont été faits prisonniers et qui prennent le chemin des camps de prisonniers en Allemagne. Mais il y a le maréchal. Donc le maréchal va sauver la France. Le maréchal va nous aider à vivre avec ces Allemands. C'est donc comme ça que ça commence. Vous verrez que ça aura une importance pour les frères Amiot d'Inville, parce que au moins l'un d'entre eux restera dans cette vision de confiance au maréchal pendant quelque temps. Puis alors il y a quelques Français, des têtes brûlées, des jeunes, qui disent que c'est pas possible, et tant qu'il est encore loisible de pouvoir partir en Angleterre, ils vont essayer de rejoindre ce personnage bizarre qui parle à la radio de Londres, à la BBC. Et ça, ce sont les Français libres, ce sont les gens dont je m'occupe. Certains sont encore vivants aujourd'hui, ce sont des nonagénaires aujourd'hui, mais à l'époque, ils avaient 20 ans, et souvent moins. Et je disais tout à l'heure à notre président que j'en connais, et j'en vois même encore aujourd'hui, et j'en avais amené dans un collège à Beauvais, au moins 2, qui, arrivant à Londres pour rejoindre le général de Gaulle, présentent leur carte d'identité à un sergent qui doit les enregistrer, puis on s'aperçoit qu'ils sont trop jeunes, ils ont 16 ans, et que dans toutes les armées du monde, on ne prend pas des gens à 16 ans pour faire la guerre, c'est trop jeune. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent dans la rue, et avec de l'encre, puisqu'à l'époque les cartes d'identité étaient très facilement falsifiables, ils transforment leurs 3 ou leurs 4 de 1923, 1924, 16 ans, 17 ans, en 0, avec un gros pâté. Et ils rentrent en disant qu'ils sont nés en 1920. Alors le record hors toute pour ça, c'est un jeune garçon qui s'appelle Gaston Pérez, que je connais bien, que je vois souvent, qui lui avait 15 ans depuis 2 jours, le 1er juillet 40. Et alors lui, comme il était assez balèze,
il est allé voir le sergent qui lui a dit « Ta carte d'identité ?» Il lui dit « Ah ben je l'ai perdue en venant ici, j'ai perdu en route. T'as quel âge ?»« 20 ans. » Et le sergent lui dit « T'as tellement envie de mourir ?» Et ce garçon, qui vient d'être naturalisé français, puisqu'avec sa famille, il a été naturalisé français en 1937, dit « Non, j'ai pas envie de mourir, mais j'ai envie que la France vive. » C'est pour vous dire quel est l'esprit des Français libres. Des têtes brûlées, des cabochards, on peut dire même les choses telles qu'elles sont, des emmerdeurs, mais qui ont un rapport très particulier à la France. Ils partagent avec leur chef, le général de Gaulle, une vision de la France qui est une vision physique. La France, pour eux, c'est pas une idée, c'est pas un concept. La France, c'est une personne. Et c'est une personne qu'ils aiment. Aujourd'hui encore, quand ils parlent de la France et qu'ils se rappellent la fin de leur adolescence, le début de leur jeunesse, ils disent tous qu'ils ne sont pas partis pour rejoindre de Gaulle. Ils sont pas partis, beaucoup sont partis parce que le discours du maréchal Pétain du 17 juin les avait effondrés. Ils sont partis parce qu'ils aimaient la France. Et j'avoue que chaque fois qu'on me dit ça, ça m'amène à me poser une question très personnelle et à laquelle chacun d'entre nous ne peut répondre que à l'égard de lui-même. Qu'est-ce que la France pour moi? Je vous laisse le soin d'y réfléchir, chacun pour vous-même. Donc, il y a 4 frères qui sont nés à Beauvais ou pas très loin de Beauvais, qui s'appellent les Amiot d'Inville. Ils sont nés pour les 3 premiers qui nous intéressent, Jacques, Hubert et Gérald, à un an d'intervalle, 1908, 1909, 1910. Le petit dernier, Guy, est né en 1918, 8 ans après Hubert. Entre-temps, il y a eu des filles. Alors la famille Amiot d'Inville est une famille aisée, aristocratique. Elle descend d'un frère d'un personnage qui s'appelle Jacques Amiot. Jacques Amiot était un prêtre d'origine extrêmement modeste, fils de cordonnier, si je me rappelle bien, à Melun, qui a, par ses études, été un des grands humanistes de la Renaissance française. Jacques Amiot, c'est lui qui a créé la première idée d'une bibliothèque royale, qui deviendra la Bibliothèque nationale. Et c'est l'un des inventeurs, avec Guillaume Budet, de ce qu'on appellera plus tard le Collège de France. Alors, il a eu la faveur du roi François Ier, puis du roi Henri II. Et il a été anobli par le roi et son frère aussi. Et cette famille, donc, les Amiot d'Inville, descendent du frère de cet évêque grand serviteur de la royauté et grand lettré. Donc, famille aristocratique qui habite une maison qui n'est pas très loin d'ici, boulevard maintenant Amiot d'Inville, qui s'appelait à l'époque boulevard du Palais, maison hôtel particulier, pourrait-on dire. Donc une famille traditionnelle, très catholique, où on a le sens des valeurs,
où l'on estime que comme on est relativement privilégié, on doit payer tous les impôts, à commencer par l'impôt du sang, puisqu'il est resté très très longtemps dans l'aristocratie française cette idée que avant la Révolution, les nobles ne payaient pas d'impôts en argent, ils payaient l'impôt à l'État avec le sang qu'ils versaient pour le roi. Et cette idée reste très présente dans la famille Amiot d'Inville. On paye l'impôt que l'on doit à la nation, qui a remplacé le roi, avec son sang. Politiquement, c'est une famille de droite, indiscutablement. Très probablement maurassienne, très probablement monarchiste. Il faut vous dire quand même qu'en 1939, pour des raisons diamétralement opposées les unes aux autres, la grande majorité de la population en avait assez de la République. Il y avait une énorme masse qui était, en gros, tous pourris. Du moment qu'ils sont élus, c'est pour piquer notre fric. Il y avait les monarchistes, qui étaient très, très nombreux, et puis il y avait de l'autre côté les communistes, les anarchistes, qui tous voulaient en finir avec ce système républicain de représentation parlementaire. Le parlementarisme était vraiment vomi en 1939. Et c'est probablement le cas dans la famille Amiot d'Inville pour des raisons religieuses et de tradition monarchiste. Donc, naturellement, l'aîné, Jacques, choisit d'entrer dans l'armée. Il prépare le concours de Saint-Cyr, il est nommé, à la sortie de ses études à Saint-Cyr, il est nommé dans un régiment de tirailleurs au Maroc, et très vite, il devient officier de Légion étrangère. Et pendant ce qu'on a appelé à partir de la déclaration de guerre et pendant la campagne de France, il combat avec des légionnaires. Le deuxième frère, Hubert, a très tôt eu le goût de la mer et de l'océan, et puis il est un peu plus fantasque. Son frère Jacques, lui, est dans le moule. Il est l'aîné, il sait qu'il incarne la famille, il recevra le titre. Il est donc quelqu'un qui est rangé, en quelque sorte. Hubert est plus fantasque. La mer l'attire. Il fait donc des études pour une raison médicale un peu stupide. Il ne peut pas faire le concours de l'école navale, ce qu'il aurait voulu, pour être officier de marine, et il devient capitaine au long cours. Et il est capitaine de bateau marchand. Et naturellement, au moment de la déclaration de guerre, il est mobilisé comme officier de marine et il est en charge d'un petit patrouilleur dans les côtes de la Manche. Le troisième, Gérald, a donné du fil à retordre à ses parents. C'est un garçon rebelle, bagarreur, un peu menteur, un peu voleur. Ils ont eu du mal à le tenir. Parce qu'il n'était vraiment pas dans les clous, lui. Il faisait en gros toutes les bêtises possibles et imaginables. Oh, ça allait pas bien loin. Mais enfin, c'était vraiment ce qu'on appelle en anglais un problem child, un garçon à problème. Et puis tout d'un coup, vers 20 ans, un peu avant, il a une illumination et il décide de devenir prêtre. C'est un garçon d'enthousiasme, c'est un garçon qui se donne complètement. Et cette espèce de trop-plein d'énergie, on dirait avec les termes d'aujourd'hui que Gérald Amiot d'Inville était un hyperactif. Eh bien, il le met au service de Dieu et il décide de devenir prêtre, il entre au séminaire, et il est ordonné prêtre. Et lui, il est mobilisé pendant la guerre, la période 1939-1940, comme sergent. Il n'est pas officier comme ses frères. Il est mobilisé comme sergent et comme il est prêtre, il est mobilisé dans un service de santé et un service d'aumônerie.
Puis il y a le dernier, Guy, né en 1918, le petit dernier, qui lui a été officier de réserve. À cette époque, dans ce genre de famille, les garçons sont presque toujours officiers, ou d'active ou de réserve. Et Guy, il est dans un régiment de chars, et très vite, pendant la campagne de France, je vous ai dit parmi cette campagne de France qui en 4 semaines a fait 100 000 morts, quand même considérable. Guy, il prend un obus dans son char, il est grièvement brûlé, grièvement blessé, évacué et évidemment fait prisonnier et envoyé en Allemagne immédiatement. Donc lui passera toute la guerre, et c'est de lui que je parlerai le moins, parce qu'il passera toute sa guerre dans un camp d'officiers, de prisonniers officiers en Allemagne. Ce qui ne veut pas dire que ça a été un lit de rose, mais il aura les bras et les jambes liés étant prisonnier. Il essaiera de s'échapper à plusieurs reprises, mais il n'y arrivera pas. Alors, de ces 3 frères, le premier à s'engager à fond dans le conflit, c'est Hubert. Hubert se trouve à Dunkerque sur son patrouilleur, qui est d'ailleurs coulé, ce qui lui vaut une citation, et il voit le désastre de cette armée française qui fond. Mais il est absolument persuadé que, contrairement à la masse de ses camarades, il est persuadé que l'armée allemande n'est pas invincible. Il a vu des failles dans ces Allemands qu'il a combattus. Donc il décide, au moment de l'évacuation de Dunkerque, puis de toute façon c'est ce que tout le monde a fait, il part en Angleterre. À ce moment-là, il entend parler du général de Gaulle, il le rallie et s'engage donc dans les forces navales françaises libres. Je vous ai dit Hubert, c'est un peu un rêveur, c'est un romantique. Alors il demande un commandement de bateau. Seulement les Anglais sont un peu durs à la détente, il y a beaucoup de bateaux français en Angleterre, de bateaux de guerre. Mais les Anglais sont très méfiants de ces Français, y compris des Français libres. Et ils n'ont pas trop envie de leur donner ces bateaux. Donc il n'a pas de bateau. Alors évidemment, un marin sans bateau, c'est un petit peu compliqué. Un marin à terre, qu'est-ce qu'il va faire? Et il apprend qu'un autre officier de marine, capitaine de corvette Drogou, crée des éléments de fusiliers marins. Les fusiliers marins sont des marins, mais qui combattent à terre comme des fantassins. Et comme il veut immédiatement se battre, il le rejoint et il devient son second, il devient son adjoint. Et l'aventure de la France libre commence, d'abord par l'équipée de Dakar, qui est un échec. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé hier au soir à la télévision le programme sur la 3 qui était consacré au général de Gaulle, et qui expliquait bien cette affaire de Dakar, où il essaye d'aller ramener à la France libre ce territoire d'Afrique noire, et où il est accueilli à coups de canon par la marine française. Et puis, après ça, Miodinville rentre à Londres, continue d'organiser l'unité de fusiliers marins, et la deuxième campagne de la France libre, qui est la campagne de Syrie, en Syrie qui est à l'époque française. La Syrie et le Liban sont à l'époque sous occupation française, qui nous a été confiée par la Société des Nations en 1919. Le résident général, qui est le général Dentz, et qui est fidèle au maréchal Pétain, accepte d'ouvrir les aéroports de Damas et de Beyrouth à la Luftwaffe, à l'aviation allemande, pour aller bombarder le Caire, si possible, et surtout l'Irak, qui, lui, est sous protectorat britannique, et Jérusalem. Les Anglais, évidemment, réagissent très durement, et le général de Gaulle décide, puisque c'est un territoire qui est sous administration française, et comme il l'a dit, comme le film hier au soir le montrait très bien, et comme il l'a écrit lui-même, qu'il assumait toute la France, que l'on devait aller combattre là-dedans.
Et donc, l'unité de fusiliers marins va combattre en Syrie. Ça se passe très mal, d'abord parce que ce sont des Français qui tirent sur des Français, ce sont des Français qui s'entretuent, et le commandant Drougou est assassiné, on peut le dire, par un officier français qui se rend à lui, à la fin de la campagne, et parce que c'est un autre officier français, le commandant Drougou lui laisse son pistolet. Et cet officier qui vient de se rendre, c'est un colonel, abat le commandant Drougou et le tue au moment où il se rend. Donc, de fait, Hubert Amiot d'Inville prend le commandement puisque le chef est tué. Puis c'est l'affaire de Bir Hakeim. Bir Hakeim, c'est une poignée de Français, 3500. Alors 3500, on dit Français, mais enfin il y avait 56 nationalités différentes à Bir Hakeim. C'est un petit trou perdu au fond du désert libyen, qui est au fond du dispositif de protection de l'Égypte par les Anglais, par la 8e armée britannique, et qui, à l'origine du dispositif, ne devait servir à pas grand-chose. D'ailleurs pour ça que les Anglais avaient accepté que nous y soyons. Et ça avait été très difficile pour le général de Gaulle d'arriver à imposer des troupes françaises. Et puis parce que ces espèces de guêpes françaises agacent l'Afrika Korps allemand, par des raids, Rommel décide de prendre Bir Hakeim et de contourner pour remonter au nord l'armée britannique. Seulement là, il tombe sur un os, parce que la position est très défendue, par des mines, par un régiment d'artillerie, et une défense antiaérienne, avec des canons Beaufort pour ceux que ça intéresse, qui est confiée précisément, la défense antiaérienne, au bataillon de fusiliers marins sous le commandement de Hubert Amiot d'Inville. Alors ça va durer 15 jours, l'attaque, la bataille de Bir Hakeim. Il tombera sur Bir Hakeim chaque semaine, plus d'obus qu'à Verdun par mois. Il y a 3500 Français et ils sont encerclés par 34 000 soldats allemands et italiens. On leur a demandé de tenir 4 jours, ils tiennent 15 jours, ils arrivent à se sauver la nuit, dans la nuit du 11 au 12 juin 42. Ils n'ont que 900 tués sur 3500, ce qui est remarquable. Par contre, ils infligent aux assaillants de très très lourdes pertes, puisqu'ils détruisent 2 divisions de chars italiennes, quasiment complètement, puisque lors de la première attaque de la première division de chars, dans les 3 premiers quarts d'heure, les défenseurs de Bir Hakeim démolissent 45 chars. Et surtout, ils abattent beaucoup d'avions allemands, et ça, c'est aux marins d'Amiot d'Inville qu'on le doit. Alors, Amiot d'Inville, il est très fantasque, je vous ai dit. Il a un chien, Bob, qu'il suit partout. Alors, les chiens à Bir Hakeim, c'était très important, parce qu'il y a dans les déserts, il y a toujours des chiens. Et alors, les chiens, les Français les nourrissaient, donc ils devenaient les maîtres de ces chiens errants. Et les chiens, c'est très intelligent. Et très très vite, les chiens, au moment où les vagues d'avions arrivaient, savaient reconnaître les moteurs allemands et les moteurs anglais. Et quand c'était des moteurs allemands, ils les entendaient depuis évidemment beaucoup plus loin que les humains, ils se précipitaient dans les trous personnels de protection que leur maître avait creusés. Donc on savait qu'une vague allemande arrivait. En revanche, quand c'était des avions anglais qui arrivaient, ils continuaient de batifoler autour de leur maître à la surface. Alors ça permettait comme ça aux Français de savoir si c'était une vague d'avions allemands ou une vague d'avions anglais qui arrivait.
Puis alors, le réduit de Bir Hakeim a tenu, il n'avait pas grand-chose à bouffer, mais parce qu'il y avait plein d'escargots le matin. Donc les Français ramassaient des escargots, ils ont mangé des escargots pour leur vie à Bir Hakeim. Le bataillon de fusiliers marins, qui deviendra le régiment de fusiliers marins, aura à combattre en 15 jours, tenez-vous bien, 940 attaques aériennes. Le pire, c'est le 9 juin, où entre 8 heures du matin et 6 heures du soir, il y a eu 70 vagues d'attaques aériennes de la Luftwaffe avec des Stuka, des chasseurs bombardiers, qui, vous savez, c'est les avions qui attaquent en piqué en faisant ce bruit de sirène épouvantable. 70 attaques aériennes dans la journée. Imaginez le moral des types qui sont en dessous et qui doivent les abattre avec leurs mitrailleuses. Amiot d'Inville se promène là-dedans, en short, avec sa vareuse d'officier de marine, un foulard rose, son chien, et une voiture américaine, qu'il a volée quelque part, qui est la plus fantasque qu'on puisse imaginer, parce qu'il l'a transformée en bateau. Il lui a mis une étrave, il lui a mis une proue, une poupe, il l'a décorée avec un mât, et il se promène entre ces différentes unités, ces différents soldats, dans cette énorme bagnole qui tombe régulièrement en panne et qu'il répare à coups de canne en tapant sur le moteur. Donc c'est un type très original. Après la campagne d'Égypte, après Bir Hakeim, il y aura El Alamein, puis la campagne de Tunisie, puis quand à partir de 1943, l'armée des Français libres et l'armée dite de Giraud, c'est-à-dire l'armée qui était restée fidèle au maréchal Pétain en Afrique du Nord, fusionnera. Amiot d'Inville prendra la tête du régiment, alors pour le coup c'est devenu un régiment de fusiliers marins, et fera la guerre en Italie, à partir du débarquement en Italie, et sera tué en sautant sur une mine dans sa Jeep. Cette fois-ci, on lui avait enlevé sa... Attendez, excusez-moi. Voilà. Et il sera tué en sautant sur une mine. Il avait donc 35 ans. L'année d'avant, en 43, son frère mourra aussi à 35 ans. C'est celui qui était officier de Légion. Lui était resté en Afrique du Nord, fidèle, sinon fidèle au maréchal Pétain en tant que idéologie, mais en tout cas par discipline. Et quand enfin l'armée d'Afrique entre dans la guerre en 1943, à la tête de ses légionnaires, il participera à la bataille de Tunisie contre l'armée allemande, puisque les Allemands se sont installés en Tunisie, et il sera tué d'un éclat d'obus en 1943 à 35 ans. Gérald, le troisième, le prêtre, mourra lui aussi à 35 ans en camp de déportation. Alors vous avez trois frères. L'aîné, qui lui est un militaire discipliné, qui attend les ordres, qui bout probablement d'impatience de rentrer dans la guerre, mais qui obéit. Et quand la France se refait, il monte au combat et se fait tuer. Hubert, et ça a dû s'accrocher, les deux frères ne se sont pas rencontrés avant la mort de Jacques, mais entre 40 et la mort de Jacques, mais s'ils s'étaient rencontrés, ça aurait probablement chauffé très 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 dur entre celui qui avait rallié le général de Gaulle à Londres dès juin 40
et celui qui était resté discipliné à attendre en Afrique du Nord. Hubert, donc, qui est un de ces têtes brûlées qui a rejoint le général de Gaulle. Puis Jacques. Donc Jacques est démobilisé à la fin de la campagne de France, il redevient prêtre, il est nommé vicaire de la cathédrale à Senlis. Gérald, pardon. Il est nommé vicaire de la cathédrale à Senlis, et très vite, il s'intéresse aux jeunes. Et c'est pas par hasard qu'il y a ici des élèves du lycée Gérald d'Amiot d'Inville. Parce qu'il crée un petit centre de formation et de préparation au métier du bâtiment. Institution privée, il se bat contre toutes les autorités pour obtenir des subventions, il a beaucoup de mal, et même si les autorités de Vichy, qui officiellement ne dominent pas n'ont pas la réponse dans cette partie de la France, puisqu'on est en France occupée, dite occupée, on n'est donc pas en zone dite libre, parce qu'il n'était pas très libre d'ailleurs, mais on lui refuse des subventions. Mais alors il monte, il fait monter des évêques au créneau, il finit par avoir de l'argent, et il monte dans une vieille salle de cinéma un centre de formation professionnelle du bâtiment. C'est ce qui vaut que vous appartenez à un lycée qui s'appelle Amiot d'Inville, et je disais tout à l'heure que c'est le seul lycée en France, le seul, qui porte le nom d'un prêtre, puisqu'au nom de la laïcité, dont nous parlions tout à l'heure, il n'est pas d'usage de donner le nom d'un représentant ecclésiastique de quelque religion que ce soit à un établissement de la République. Mais le parcours de Gérald d'Amiot d'Inville est tel que, comme c'est lui qui est à l'origine de cette institution qui a été reprise par l'État après la guerre, on lui a conservé et donné, on lui a d'abord donné puis conservé ce nom. Alors Gérald, très très vite, entre en résistance. Au début, il fait un peu n'importe quoi, et c'est assez dangereux, et c'est très désordonné. Mais par des filières, en particulier des dames belges qui se trouvent à Senlis, il entre dans un réseau de résistance polono-belge qui part de la Belgique jusqu'à la France pour faire évader des pilotes anglais qui sont abattus au-dessus de la Belgique et du nord de la France. Alors ça, il fait ça dans ce réseau, et puis très vite, il va rencontrer d'autres résistants, et à partir de 1942, j'ai envie de dire que les choses sérieuses commencent. Alors il participe à des réceptions de parachutage, d'armes, il cache des pilotes britanniques ou américains à partir de 1942, des Polonais, des Français, des pilotes français aussi. Tout ça avec ses activités à la cathédrale, plus les activités du centre professionnel, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait des journées et des nuits très occupées. Puis il est dans un petit réseau assez dynamique, qui est un réseau rattaché à la France libre, et où il rencontrera des personnalités très trempés de paysans, picards. J'ai presque envie de dire que quand on dit paysans picards, on sait ce que c'est que l'esprit de résistance. D'artisans, de commerçants, de professeurs, et où se tisse, lui qui est un curé, avec des gens qui sont plutôt anticléricaux, pour certains en tout cas, une vraie fraternité, et où tous reconnaissent sa grandeur d'âme. J'évoque au passage, parce que nous sommes dans les lieux clos du Conseil général, la personnalité de Pierre Patria, qui est le plus ou moins à la tête du réseau, plus ou moins, et qui marquera le département après la guerre, puisqu'il sera
Je crois qu'il a été député et sénateur de l'Oise et président du Conseil général, si je ne m'abuse. Il est aussi très engagé dans la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Et toutes ces activités, en fait, lui permettent de passer de l'un à l'autre, ce qui explique qu'il est en mouvement perpétuel. Malheureusement, le 13 décembre 1943, il est arrêté par la Gestapo, interrogé. Il sent que sous la torture, il est un peu torturé, pas beaucoup, mais un peu. Il sent qu'il risque de donner des noms. Donc plutôt que de donner des noms, il leur dit « Oui, j'ai participé à un parachutage d'armes que j'ai réceptionné, je vais vous emmener où sont les armes. » Et il fait en sorte de passer dans une voiture allemande découverte devant autant de maisons possibles de ses compagnons de résistance, pour qu'ils voient bien qu'il a été arrêté. Et les Allemands prennent les armes, il est jugé par une cour allemande et une cour française, parce qu'il faut aussi savoir que tous les résistants qui ont été jugés et envoyés en Allemagne, déportés en Allemagne, ce sont les cours allemandes, les cours militaires allemandes qui les ont condamnés, mais il y avait toujours assorti un jugement de la justice française de Vichy. Ce qui montre quel état d'abjection était arrivé le gouvernement de Vichy. Il est déporté dans plusieurs camps de déportation, et c'est pendant sa période de déportation en Allemagne qu'il atteindra un niveau extraordinaire. Malgré les coups, malgré les privations. Or, les prêtres, les pasteurs, étaient particulièrement maltraités par les SS, puisqu'ils représentaient une force spirituelle qui s'était opposée au nazisme, quoi qu'on dise, en Allemagne, et il y avait une haine particulière contre les religieux. Donc il est souvent battu, vous entendrez tout à l'heure, cet après-midi, par une survivante, les horreurs de la déportation, c'est-à-dire les appels la nuit par -20, où on vous fait mettre tout nu dehors par -20, et où on vous laisse debout à attendre comme ça pendant parfois plusieurs heures, le manque de vêtements, le manque de nourriture, la maladie. Et dans cette atmosphère terrifiante, infernale, c'est l'enfer sur terre, Gérald Amiot-Dainville décide d'aller au bout de sa vocation de prêtre. Il sait que s'il est surpris à dire la messe, il sera immédiatement exécuté. Donc il s'acharne à dire la messe. Il y a un épisode dont on parlait tout à l'heure, dont quelqu'un me parlait tout à l'heure, où avec un pasteur protestant, il célèbre un office avec quelques miettes de pain et des raisins secs. Et pour le faire, cet office, et essayer qu'ils puissent le faire le plus vite possible, mais le plus complètement possible, ils vont le faire dans la fosse d'aisance que tout le monde utilise, et où les Allemands ne vont pas, parce que comme il y a des épidémies de typhus et de dysenterie terribles parmi les prisonniers, évidemment, les Allemands ne s'approchent pas de cette fosse d'aisance. Et peu avant sa mort, puisqu'il mourra d'épuisement et des mauvais traitements qu'il recevra, il aura un geste prémonitoire de sa mort, et voyant un de ses camarades en train de mourir sous les coups des Allemands et mourir de froid, il enlèvera ce qui lui reste d'un manteau, le mettra sur le mourant et lui donnera l'absolution. Et évidemment, ce geste de croix signera son arrêt de mort. Et il sera, à ce moment-là, roué de coups de gourdin, de coups de crosse de fusil, et il mourra 3 ou 4 jours plus tard. À 35 ans, comme ses deux frères, Jacques en 43, Hubert en 44, Gérald en 45. Voilà, très rapidement esquisser la vie de ces 3 héros. Alors ce ne sont pas des héros pour ce
parce qu'ils sont morts. Tous les morts ne sont pas, à la guerre ne sont pas des héros. Ce ne sont même pas des héros pour ce qu'ils ont fait, même si ce qu'ils ont fait est considérable. Ce sont des héros pour leur engagement. Et je vous disais au début que parmi vous, qui serez tous, qui sont tous déjà aujourd'hui des citoyens, il y aura sans doute des élus, pensez que ce qui accomplit une vie, ce qui lui donne du sens, c'est l'engagement. Alors ne prenez pas ces trois figures, et y compris celle de Guy, de Hubert, de Gérald, de Jacques et de Guy à Miodaville, comme des espèces de statues et comme des espèces d'icônes. Mais prenez-les pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres vivants, pleins de vie, jusqu'au débordement, jusque parfois à la facétie, voire l'outrance, mais qui, quand leur pays a été vaincu, humilié, abaissé, torturé, ont décidé que leur propre vie ne valait que par le sacrifice qu'ils en faisaient. Et tout ça à cause de leur engagement pour une raison toute simple, qui est celle de l'amour de la France. Voilà, j'ai fini. Et à vous de parler maintenant. Bien, merci beaucoup, merci chaleureusement, Monsieur Terrier, de ces pages d'histoire et de ces hommes valeureux. Alors, c'est à vous. On va prendre les questions de ceux qui vont bien vouloir nous les poser à Monsieur Terrier. Alors, qui commence? C'est toujours la plus dure, la première. Face à de tels événements, il y a forcément des choses qui vous interrogent. Alors, allez, s'il vous plaît, jeune homme, très bien. Voilà, vous avez... C'est toujours le centre qui commence. Vous avez un micro, vous appuyez sur le bouton. Est-ce qu'il y a des autres membres de leur famille qui se sont engagés dans la résistance avec eux? Il y avait donc 4 frères et 2 sœurs. Une des 2 sœurs était carmélite et dans un couvent, donc, et elle a participé avec Gérald à la filière d'évacuation et de cache des pilotes alliés. Et la dernière sœur avait épousé un officier d'active et se trouvait, je ne sais pas trop où d'ailleurs, mais on en parle peu de la dernière sœur. Mais c'est déjà pas mal. Et leurs parents qui avaient quitté l'Oise et qui s'étaient installés en Bretagne, ont caché des aviateurs, ont participé au réseau d'exfiltration des aviateurs. Donc en gros, toute la famille a plus ou moins résisté. Alors, question suivante. Mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît. Pourquoi ont-ils fait cela pour la France? Pourquoi ont-ils fait cela pour la France? Parce qu'ils l'aimaient. C'est tout? C'est tout. On a deux. S'il vous plaît. Est-ce qu'ils se voyaient pendant la guerre? Non. Alors non, ils ne sont pas vus, puisqu'ils ne sont jamais vus pendant la guerre. Parce que Hubert est parti tout de suite en Angleterre, puis donc le parcours d'Hubert, c'est Angleterre, Liban, Syrie, Libye, Tunisie. Alors ils auraient pu se voir, Hubert et Jacques auraient pu se voir en Tunisie, au moment de la campagne de Tunisie, mais et Hubert a essayé de voir Jacques,
Il est malheureusement arrivé à l'endroit où il a été tué 3 jours après la mort de son frère. Et en tout cas, je suis absolument persuadé qu'entre Hubert et Jacques, ça aurait probablement chauffé. Quant à Gérald, lui, il était en France, donc il ne faut pas oublier que la France était occupée, donc aucune possibilité de communication. Évidemment, le téléphone, les Français ne pouvaient plus téléphoner, et puis de toute façon, pas grand monde avait le téléphone en France à cette époque, et on ne pouvait pas écrire. Par la Croix-Rouge, Hubert a pu envoyer 2 lettres, entre 1940 et sa mort en 1944, à sa mère en France. Mais les frères n'ont absolument pas pu communiquer entre eux. Juste un mot. Pourquoi aime-t-on la France? Voilà, ça a été posé. C'est une vraie question. Hein. Voilà. Monsieur Terrier a dit que c'était un choix personnel, individuel, intime, mais il y a des raisons qui font que on aime son pays. Alors je vous invite à y réfléchir, puis peut-être à en discuter avec vos enseignants là-bas et ensuite là-bas. Allez-y, jeune homme. Vous appuyez tous les deux en même temps, ça va faire des bruits bizarres. Ouais. Allez-y, jeune homme. En fait, je pense pas qu'on aime la France clairement. Je pense qu'on veut surtout protéger les citoyens et les nouveau-nés. Je pense pas que ce soit les autres qu'on doit protéger. Enfin, je pense pas que ce soit la France en elle-même qu'on aime. Je pense plus que ce sont les habitants et le fait de vouloir protéger tout le monde. Ça, c'est très très intéressant. On va prendre la deuxième question en même temps pour voir. Bonjour. Guy, qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu fini après la guerre? Il fait quoi, Guy? Eh ben, Guy, il est rentré de son camp de prisonnier et puis il a eu une carrière normale, c'est-à-dire je crois qu'il a été il a été dans les assurances, je crois. Après, il a été agent d'assurance. Il a eu une vie banale, normale. Alors, j'aimerais revenir une seconde sur ce que vous dites. Oui, on veut protéger ses enfants, c'est naturel, parce que la première réaction d'un être humain, c'est de protéger les siens. C'est normal. Mais on peut protéger les siens même en ne faisant rien. Et c'est ce qu'a fait la grande majorité des Français. Pendant la guerre, que vous le vouliez ou non, si on prend les chiffres des Français libres, en gros 53-55 000, plus les chiffres des résistants en France, 100 000, on arrive à 150 000 personnes qui se sont engagées. La population française, c'était 42 millions d'habitants. Donc c'est une évidence que les gens qui ont résisté au nazisme, à l'oppression, à l'occupation, à la barbarie nazie, ont été très très peu nombreux. Très peu nombreux. Ça ne représente même pas 1% de la population française. Et c'est un peu naturel, parce que comme vous le dites, on veut d'abord protéger les siens. Et dans la circonstance qui était celle de la France, c'est-à-dire d'une France occupée, où il y avait des Allemands partout, même dans les petits villages, qui vous interdisaient de faire des tas de choses, protéger les siens, c'était pour beaucoup essayer de se mettre le mieux possible en accord avec les Allemands, ou en tout cas dans une neutralité qui ne vous attire pas d'ennui. Il fallait des gens un petit peu bizarres pour vouloir absolument s'attirer des ennuis. Donc si vous voulez, c'est ce surcroît, c'est ce supplément d'identification qu'on peut avoir personnellement avec son pays. J'ai passé une longue partie de ma carrière dans le monde arabo-musulman, en Afrique et dans le monde arabe. Et j'ai souvent eu une discussion, quand j'étais en poste en Algérie, j'ai souvent eu une discussion avec les gens qui ont fait la guerre d'Algérie du côté algérien, du côté arabe. Et je leur demandais pourquoi ils s'étaient engagés dans cette guerre de libération. Tous m'ont dit parce qu'ils aimaient l'Algérie et qu'ils voulaient une Algérie indépendante. Et si vous voulez, pour les frères Amiot-Daville, c'est exactement la même chose.
c'est cette espèce de rapport que certaines personnes ont avec leur pays qui est différent et qui sera différent d'un être humain à un autre, d'un être humain à un autre. Et ça, c'est très 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 compliqué à expliquer et ça tient du sentimental en fait. Alors il y a des raisons objectives d'aimer la France, il y a la République, il y a la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le fait qu'on adhère à des valeurs qui sont les valeurs de la République, qui sont les valeurs de l'histoire de France, parce qu'on se sent concerné par l'histoire de France. Alors tout ça c'est vrai, mais ça suffit pas à aller jusqu'au sacrifice de sa vie. Pour aller jusqu'au sacrifice de sa vie, il faut qu'il y ait un petit supplément sentimental entre soi-même et son pays. Vous avez dit tout à l'heure que les Français ils voulaient aider l'Algérie, mais pourquoi il y a eu la guerre? Je parlais des Algériens. Ils ont aidé la France. Beaucoup. Mais pourquoi après ils ont fait la guerre? Les Français ils ont fait la guerre contre l'Algérie après. Peut-être parce que les Français auraient dû faire certaines choses qu'ils n'ont pas faites. Je vais vous raconter. J'ai connu Ahmed Ben Bella, qui était président éphémère de la guerre d'Algérie. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous a déterminé à entrer en rébellion? Oh, il m'a dit, c'est très simple. Quand je suis rentré en Algérie après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il avait faite donc dans les troupes françaises, où il avait atteint le grade de sergent-chef, très décoré, puisqu'il avait reçu la médaille militaire et qu'il avait 2 palmes à sa croix de guerre, ce qui n'est pas rien. Il est rentré à Oran, et parce qu'il y avait une loi qui stipulait que les sous-officiers qui étaient décorés de la médaille militaire avaient le droit à ce qu'on appelait un emploi réservé, c'est-à-dire avaient le droit d'accès à certains métiers par priorité à l'égard de leur titre de guerre. Il est allé demander qu'on lui donne un bureau de tabac, comme débitant de bureau de tabac, qui était à l'époque un monopole national. Et là, le fonctionnaire qu'il a rencontré à la préfecture à Oran lui a dit non, mais c'est pas possible parce que tu n'es pas français. Et c'est vrai qu'en 1945, 1946, les Algériens, qui avaient combattu dans les troupes dites indigènes, n'avaient pas la nationalité française. Alors il est rentré chez lui, il a pris sa médaille militaire, il a pris sa croix de guerre, il les a mis dans un paquet et il les a envoyés au ministre de la Défense en France. Il a décidé de se battre. Je prends cet exemple. Pour vous montrer comment l'attachement à son pays peut naître. Lui ne s'était posé aucune question pour partir se battre. Et c'est simplement, oserais-je dire, parce que la technostructure française n'a pas répondu à son amour spontané qu'il avait pour la France en 1943, qui a fait qu'il s'est engagé, qu'il a été tellement déçu qu'il s'est retourné contre la France. Et c'est du domaine du sentimental. Si vous voulez, c'est ça. La liaison qu'on peut avoir avec son pays, c'est une liaison sentimentale. Et c'est très très compliqué à expliquer. Mais c'est ce cas que je me rappelle en avoir discuté avec Ahmed Ben Bella quand il, à la fin de son exil en Suisse, et ça m'avait beaucoup frappé. Très intéressant cette histoire-là. Mademoiselle, nous vous écoutons. Est-ce qu'un parent s'est aussi engagé pour la France? Est-ce qu'un parent s'est aussi engagé pour la France? Un parent. Vous voulez dire père et mère? Alors, ils étaient quand même relativement âgés, hein. Ils étaient relativement âgés, puisque je pense que leur père avait environ 70 ans. Il est d'ailleurs mort très peu après la fin de la guerre.
Leur mère était un petit peu plus jeune, et je vous dis, leur engagement a consisté dans leur maison en Bretagne d'accueillir des pilotes que des réseaux d'exfiltration renvoyaient en Angleterre pour les cacher. Mais ils n'ont pas eu un engagement formel dans la résistance. N'oubliez pas que pour faire Beauvais-Paris en train pendant la guerre, je présume que pratiquement vous avez tous fait Beauvais-Paris en train, pour faire Beauvais-Paris en train pendant la guerre, vous étiez arrêté 11 fois, j'ai vérifié parce que je savais que je venais à Beauvais aujourd'hui, 11 fois par des contrôles policiers allemands, où tout le train était fouillé. Donc faire de la résistance, c'était quand même pas très 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 facile. Simplement, je me permets ma fonction ne me permet pas d'intervenir dans les prérogatives de l'éducation nationale, mais je peux quand même émettre un souhait. Donc moi, je souhaite que ce débat sur pourquoi aime-t-on son pays, vous le poursuiviez à l'école, dans les disciplines qui correspondent, parce que c'est une vraie question. Et en plus, c'est une vraie question qui est complètement dans l'actualité d'aujourd'hui. Voilà, donc on n'a pas le temps nécessaire d'approfondir cette question, mais je souhaite vraiment que vous ayez l'occasion de l'approfondir, si M. Picard est d'accord. Bien évidemment, complètement d'accord avec vous, Monsieur le Président, mais je pense aussi que c'est une question de fond qu'un bon nombre de mes collègues et de chefs d'établissement ont déjà abordé, même si ce n'est pas directement sous la forme pourquoi aime-t-on la France, mais aimer la France, c'est être citoyen. Donc dès qu'on travaille, dès qu'on fait un travail de mémoire, dès qu'on construit la citoyenneté, dès qu'on participe à la construction de la citoyenneté d'un élève, il me semble qu'on aime la France. Et de toute façon, je suis persuadé que tous mes collègues sont convaincus, je n'ai pas besoin de le rappeler, que le souhait de M. Terrier, comme le vôtre, Monsieur le Président, est pris en compte et abordé de façon très active dans ce département. Et Madame l'inspectrice d'académie, comme moi-même, nous continuons sans cesse à développer cet aspect, parce que nous voulons effectivement que nos élèves aient un maximum de chances de réussite, mais qu'ils soient surtout des citoyens lucides, responsables, et qui nous donnent de l'espoir pour demain. Si vous le permettez, j'aimerais ajouter un mot à ce que vous venez de dire. Le travail de l'éducation nationale est fondamental. Ça ne fait strictement aucun doute. Et d'ailleurs, il est fondamental, respectable et devrait être plus respecté. Bon. Ceci dit, nous appartenons à un peuple et nous vivons dans un pays dont les structures ont quelque chose d'unique dans le monde. Dans la plupart des cas, toutes les histoires nationales de pays n'ont pas eu avec la capacité d'indignation le rapport que la France a eu avec cette capacité d'indignation. Et c'est probablement, en tout cas pour moi, je vous dis ce que je ressens, quelque chose qui est fondamental pour nous amener à aimer la France. Stéphane Hessel, que j'ai très très bien connu, Français libre, déporté, ambassadeur, a écrit un petit bouquin qui s'appelait Indignez-vous, qui a été un best-seller. Et ça, c'est fondamental pour les Français. Ce pays est le seul où s'indigner est un acte citoyen. Ça n'existe dans aucun autre pays. Si vous vous indignez, je ne vais pas citer des pays parce que je vais me mettre mal avec certains pays,
contre le régime, contre l'idéologie, contre la religion, contre la sociologie, parce qu'on s'indigne toujours contre quelque chose, et pour construire quelque chose d'autre, vous êtes forcément en dehors de la communauté nationale. Ce pays, le nôtre, le vôtre, est le seul où s'indigner est un acte citoyen. Être citoyen, ça consiste d'abord à s'indigner et ensuite à s'engager. Et c'est en ça que cette République qui est la nôtre est un peu bizarre dans le concert des nations, et qu'elle est la seule. Alors, indignez-vous et engagez-vous. Alors, j'ai vu des mains se lever. Allez-y, jeune homme. Quelle relation les frères avaient-ils entre eux? Une relation fusionnelle. Ces frères, c'est tout ce qu'on a comme document qu'on peut lire entre ces 4 frères, étaient vrais, et aussi leurs sœurs d'ailleurs. Toutes les lettres qu'on peut lire des frères entre eux, avant la guerre ou pendant la guerre pour ceux qui ont pu continuer de s'écrire, c'est fusionnel. Ce sont des frères extraordinairement liés. La meilleure preuve que j'en veux, c'est quand Jacques est tué en 1943 en Tunisie. Hubert l'apprend, il va donc sur la tombe de son frère en Tunisie et il écrit immédiatement à sa belle-sœur, qui elle est restée au Maroc, puisqu'elle se retrouve veuve à, je crois que ça a été, je me rappelle plus si c'est 29 ou 31 ans, veuve à 31 ans avec 5 enfants, ce qui n'est quand même pas la meilleure position du monde. Et il lui écrit une lettre où il lui dit, voilà, Jacques est mort, je serai un père pour vos enfants. Il ne se pose aucune question, son frère est mort, il laisse de nombreux enfants, il estime qu'il assume immédiatement le rôle de son frère à l'égard des enfants de ses neveux et nièces. Et c'est immédiat, enfin, il écrit la lettre le soir où il est allé sur la tombe de son frère. Et entre les frères, avant la guerre, on voit bien qu'ils sont toujours ensemble, ils s'écrivent en permanence, ils s'interrogent, Gérald les interroge sur sa vocation, interroge ses frères sur sa vocation religieuse, ils sont fusionnels, ils sont fusionnels. Allez, encore une ou 2 questions. Il y en a beaucoup qui n'ont rien dit, là, quand même. Il y en a qui sont sous le choc. Ah. Mademoiselle et le jeune homme après, parce que tu as déjà eu la parole tout à l'heure. Mademoiselle. Est-ce que... Parlez bien dans le micro. Lève un peu le micro devant ta bouche, voilà. Très bien. Est-ce que les frères ont vécu ensemble? Vécu ensemble? Bah oui. Bah, ils ont vécu ensemble toute leur enfance et toute leur adolescence. Non, mais après? Ah bah après, ils étaient morts. Mais en étant adultes. Pendant la guerre, non, ils ont été séparés. Il y en avait un en France, Gérald. Il y en avait un en Allemagne, Guy. Il y en avait un, Français libre, sur les combats des Français libres un peu partout. Et Jacques était au Maroc. Donc ils n'ont pas vécu ensemble pendant la guerre. Pendant la guerre, ils ont été complètement éclatés. Est-ce qu'un frère a influencé les autres? Oui, probablement Hubert. Probablement Hubert, parce que Hubert, le marin, a eu très tôt une espèce d'originalité. Il était un peu fantasque, et Hubert a probablement eu une influence sur les autres. Parce que Jacques, on voit très bien que c'est quelqu'un de rangé, de discipliné, il est militaire, il est officier, il est un peu rangé. Gérald a toute une première partie de sa vie comme enfant et adolescent insupportable. C'est vraiment un affreux Jojo. Guy, il est tout petit, puisqu'il est né en 18. Il est né 8-9 ans après ses frères. Et Hubert, très vite, est celui qui c'est celui qui écrit, il court les filles. Enfin, Hubert a probablement eu une influence sur ses frères. Oui, oui, sûrement.
Bien, alors attendez, deux dernières questions. Je veux simplement vous dire deux choses. La première, c'est revenir sur compléter les propos de M. Piquert, s'il me le permet. Nous travaillons avec le Conseil général de travail, avec l'inspection d'académie, sur une action qui se développerait autour de la citoyenneté, c'est-à-dire autour de votre responsabilité de citoyen que vous êtes et que vous allez encore devenir. La deuxième chose, pour répondre à l'appel de M. Terrier, je pense que sur les particularismes qui sont seuls et ceux de notre pays, nous avons besoin, vous avez besoin sans doute, de retravailler notre histoire. Vous le faites avec vos enseignants, mais faites-le le mieux possible et le plus en avant possible, parce que ce pays n'est pas un pays exceptionnel, mais il a des particularités dans son histoire. Monsieur Terrier évoquait la volonté de s'indigner, mais c'est sans doute dans notre histoire qu'il faut chercher les réponses à cette question-là. Pourquoi nous indignons-nous? Il y a eu des périodes de notre histoire particulières, forcément contradictoires, parce que l'histoire est contradictoire, mais qui ont marqué notre peuple et qui sont anciennes. Et donc ça tombe bien aujourd'hui, dans ce travail de mémoire et d'histoire, que nous vous appelions, nous vous encouragions à travailler l'histoire de notre pays. Voilà. Encore, allez, les deux dernières questions et on passe à autre chose. Donc les deux sont là, jeune homme, voilà, oui. S'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont encore la descendance vivante aujourd'hui? Oui, il y a encore des Amiot-Daville, parce que comme je vous l'ai dit, Jacques avait eu le temps de faire plusieurs enfants avant d'être tué. Il y a donc un certain nombre d'Amiot-Daville. Certains qui s'appellent. Alors les Amiot-Daville qui sont vivants aujourd'hui, et puis Guy, après la guerre, a eu des enfants. Alors parmi eux, il y a des prêtres, il y a un neveu de Gérald qui est un fils de, je me rappelle plus si c'est un fils de Guy ou de Jacques, qui est prêtre. Il y a un fils de Jacques qui est l'aîné des fils de Jacques qui a créé, qui est très actif en Bretagne, à Nantes, puisqu'après la guerre, leur mère, qui était bretonne, est retournée en Bretagne, et où elle a été assistante sociale. Un des fils, je crois qu'il s'appelle Philippe Amiot-Daville, si je ne me trompe, qui a créé des entreprises dans la communication, le journalisme et en particulier des filières d'éducation à l'université à Nantes, avec une école tout à fait renommée. Oui, bien sûr, il y a encore plein d'Amiot-Daville. Vous savez, c'est le genre de famille où on savait que, comme de toute façon, il y en aurait beaucoup qui mourraient à chaque guerre, on faisait beaucoup d'enfants pour qu'il en reste quelques-uns. Oussala, il y a quelqu'un qui n'a... En bas, il y avait une main qui s'était levée. Jeune homme. Pardon. Ça y est, donc... J'aimerais savoir si en fait Jacques il a toujours été droit comme ça ou était-ce parce que c'était le premier enfant qu'il a dû être forcé à porter ce rôle? Jacques s'est très vite senti investi d'être l'aîné. Il était vraiment ses responsabilités d'aîné, on voit très vite qu'il les assume dans la famille par rapport à ses frères et à ses sœurs. Oui. Et alors il avait un tempérament, s'il est devenu militaire de carrière, c'est aussi parce qu'il avait un tempérament d'ordre et de discipline. Mais oui, comme il était l'aîné, il s'est très très vite senti responsable de ses frères et sœurs. Ça c'est très net. Quand on lit les lettres qu'ils s'échangent avant la guerre, on voit bien que Jacques, parce qu'il était l'aîné, a indiscutablement assumé je dirais pas une position de chef, mais une position de protecteur de ses frères et sœurs. Ça fait pas de doute. Mais c'est un peu naturel pour le fils aîné. C'est un peu naturel. Nous sommes contraints par le temps, mais est-ce qu'il y a une ou deux questions parmi les enseignants, les professeurs qui sont présents, qui souhaitent peut-être des précisions? Je vous en prie, monsieur. Non, les enseignants sont les plus timides, oui. Bien. Bien, donc je pense que nous allons
écouter les remerciements que vous souhaitez adresser à Monsieur Terrier. Alors, il y a des gens de tous les lycées, là? Tous les collèges? Tous les collèges. Voilà. Bon. Vous êtes quel collège? C'est à Méru. Louvieux, à côté de Chantilly. Mouy. Gaëtan Delin, à Compiègne. Georges Sand, c'est à Beauvais. Georges Sand, Beauvais. Et voilà les lycéens d'Amiot-d'Inville. Ah, vous êtes Amiot-d'Inville. Vous connaissiez l'origine du nom de votre lycée? Vous ne connaissez pas son histoire? Un type assez extraordinaire, hein? Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Non, regardez, ils sont terrifiés. Bon, en tout cas, je vous remercie. Et je vous dis, posez-vous cette question, à tous. Posez-vous cette question fondamentale. Où est-ce que je me trouve? Pourquoi ce pays n'est pas comme les autres? Pourquoi la France n'est pas comme les autres? Et quel est mon rapport personnel avec ce pays? Ça, c'est fondamental. Parce que c'est comme ça que vous deviendrez des citoyens responsables. Et sachez que on est citoyen quand on le montre. Alors, beaucoup d'entre vous ne sont pas en âge de voter, mais quand vous serez en âge de voter, sachez que la pire chose que puisse faire un citoyen, c'est de ne pas aller voter. L'abstention, c'est nul. Bien, donc en votre nom, je remercie vos collègues, les élèves qui ont remercié de la sorte Monsieur Terrier. Je veux moi-même lui adresser mes remerciements pour la conférence qu'il a prononcée, la réponse qu'il s'est efforcé d'apporter à vos questions. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette conférence, d'avoir été attentif. Je vous propose qu'on applaudisse Monsieur Terrier, ce qui est le meilleur remerciement qu'on peut lui faire.